Attention, cette vidéo peut fortement vous troubler. Si vous êtes sensible, je vous suggère de ne pas regarder cette vidéo. La vidéo ne traite pas de fiction, mais bien de monstrueuses réalités. Le docteur Cameron, son vrai nom Donald Ewan Cameron, un médecin psychiatre américain d'origine écossaise. Il reçoit son diplôme à l'Université de Glasgow en 1924. En 1926, il émigre aux États-Unis. En 1929, il s'installe au Canada dans la province de Manitoba pour diriger le Brandon Mental Hospital. En fait, c'était pas vraiment un hôpital, mais bien un asile. Puis en 1936, il est directeur des recherches au Worcester State Hospital, qui est aussi un asile, dans le Massachusetts. Puis en 1938, il est professeur de neurologie et psychiatrie à Albany Medical College à Albany dans l'État de New York. Et en 1943, il prend la direction de l'Allen Memorial Institute. Et c'est surtout de ça qu'on va parler. Il dirige aussi le département de psychiatrie de l'Université McGill. L'Université McGill, c'est comme à peu près toutes les universités, c'est pas juste un bâtiment, c'est vraiment plusieurs pavillons selon le domaine. Et donc, l'Allen Memorial Institute faisait partie d'un des pavillons de l'Université McGill. L'Université McGill, en fait, c'est tout ça. Bon, la torture et le lavage de cerveau sont condamnés dans la plupart des pays du monde. Mais ça s'est quand même passé à Montréal, au Canada, dans la province du Québec, dans les années 50 et 60, sous le couvert de traitements donnés par un institut de l'Université McGill. Les victimes de ces expériences de lavage de cerveau et leurs familles se sont réunies pour la première fois à Montréal afin de demander une justice. C'est tout récent, je vous laisse avec un extrait vidéo. Aujourd'hui, les familles se réunissent pour une première fois pour demander des excuses et entamer une poursuite contre le gouvernement. Les expériences ont été menées à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill à Montréal dès la fin des années 40 jusqu'en 1963. C'est épouvantablement long avant que quelqu'un fasse quelque chose, avant qu'il se passe de quoi, avant que ce soit arrêté, vous trouvez pas? Financées par la CIA, ces expériences de lavage de cerveau étaient menées à l'insu des patients. Les patients, eux, venaient se faire traiter pour des troubles psychologiques mineurs comme une dépression. C'est vraiment horrible. Certaines victimes ne reconnaissaient même pas leur famille immédiate après avoir passé un moment à l'institut. Donc, comme je disais, en 2018, certaines familles se sont réunies pour une première fois afin de demander des excuses et pour entamer une poursuite contre le gouvernement fédéral, comme une poursuite collective. Je vais vraiment entrer dans beaucoup de détails tout au long de la vidéo. Mais sachez que, je vais vous le dire tout de suite, là, je trouve que c'est encore plus dégueulasse que ce soit orchestré par la CIA, tout ça, et soutenu par le gouvernement canadien et aussi américain. C'est pas juste un ou deux, trois individus, deux, trois psychiatres ou docteurs qui sont impliqués dans ces histoires-là. C'est vraiment la CIA, le gouvernement et des hauts placés dans le domaine de la psychiatrie. Bien que je doute que le gouvernement ait été au courant d'absolument tout ce qui se passait, il était vraiment aussi concerné et il acceptait volontiers de financer le programme. Ok, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le Dr. Cameron a fait? En fait, c'était un projet pour effacer les mémoires. Ils appellent ça la déprogrammation. Sans savoir, des centaines de Canadiens ont servi de cobayes pour des expériences dignes d'un film d'horreur. Et moi, je vis genre à 1h30, grosso modo, de Montréal, et de savoir qu'une horreur aussi monstre, aussi importante, eut lieu si près de chez moi, et il y a pas si longtemps, je trouve, ça me rend complètement outrée. Le monde est fou. Donc oui, pendant une quinzaine d'années, le Dr. Cameron y menait là-bas le projet MK Ultra financé par la CIA qui visait à effacer la mémoire d'un individu pour la remplacer par une nouvelle personnalité. Et oui, il s'agit du Canada dans l'histoire du Dr. Cameron, mais sachez qu'il s'y passait et s'y passe encore, en tout cas, des expériences similaires dans beaucoup d'autres régions, d'autres pays. Je vais vous en glisser quelques mots à travers la vidéo, mais je vais vraiment me concentrer sur la série d'expériences du Dr. Cameron. Tous les patients avaient peur de lui. On ne voulait pas avoir affaire à lui.
C'était un type bizarre. Il représentait la souffrance. C'est en 1948 que des chimistes suisses déposent le brevet pour le LSD. C'est quoi le rapport? Vous allez le voir plus tard. Donc, le LSD, dans les années 50, n'est pas illégal. Ça tombe à point. La CIA dira que c'est tellement inoffensif comme drogue qu'elle la teste elle-même sur ses propres agents. À leur insu toujours. Pourtant, certains d'entre eux sont devenus paranoïaques et un de leurs biochimistes en mourra en 1953. Même déconvenu en 1955 à San Francisco. La CIA y embauche George White, une grande gueule de la police antidrogue, afin qu'il monte 2 maisons de passe. Les prostituées versent discrètement des doses de LSD dans le verre des clients. Derrière une vitre sans teint, la CIA observe leurs réactions. Certains paniquent, deviennent fous. L'un d'entre eux commettra un braquage en état second et partira en prison. Si vous prenez ça de façon volontaire, que vous vous dites que ça va être agréable et que vous êtes entouré, ça se passe plutôt bien. Mais si vous êtes incarcéré dans une prison ou en interrogatoire et que vous commencez à halluciner sans savoir que vous êtes sous LSD, vous avez de grandes chances de faire un mauvais trip. Les bad trips, les scientifiques vont tenter de montrer qu'ils n'ont rien de dramatique. Lors de cette expérience, filmée en 1955, on demande à un artiste de boire une dose de LSD. 12 o'clock and we're ready to start this experiment. How did it taste? It had no taste. How did it look? Colorless. Now, would you tell me your name, please? William Millark. Puis il lui faut dessiner les traits d'un être humain, avant que les premiers effets ne se fassent ressentir. We have the advantage of an artist who is able to draw a sketch and On le soumet alors à une batterie de tests. Quelques heures plus tard, l'artiste doit dessiner à nouveau un portrait. Mais il n'y parvient plus. Et peu à peu, sous l'œil du psychiatre, il tombe dans une forme de schizophrénie. Now you're getting emotional again. Now look at the picture now. Look at the picture. Look at it. And just concentrate on the eyebrows. That's where you were. Bill, suppose you take a look at these 2 pictures and compare them. The eyes, for example, are the same to me. Ces images de propagande donnent la sensation que chaque expérience est encadrée et sans trop de dommages. La réalité est moins présentable. Le LSD a été mis en avant parce que tout le monde connaît. Mais lors des commissions sénatoriales, dans les années 1970, le conseiller en chef de l'armée a rendu une liste de 125 produits qu'ils avaient testés dans le cadre de ces expérimentations sur le lavage de cerveau. Et il faut rajouter à cela ceux de la marine, de l'armée de l'air et de la CIA. Également, on apprend qu'en 1950, aux États-Unis, un bateau de guerre déverse une bactérie nosocomiale sur la baie de San Francisco. 11 personnes sont hospitalisées et une personne décède d'une pneumonie suite à cette bactérie. Et cette expérience n'est pas une fabulation, ce n'est pas une erreur et ce n'est pas un cas isolé, un cas rare. Non, non, non. Cette expérience fait partie des documents qui ont été déclassifiés des années plus tard. Je vais revenir plusieurs fois avec ces documents-là tout au long de la vidéo. En 1951, en pleine guerre froide, la CIA veut aller beaucoup plus loin. Il n'existait pas vraiment de code de déontologie pour ce qui est du domaine de la médecine. Donc, vous allez voir, c'est pas beau. Ça sent mauvais. Ça sent lourd. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Mais pour ce faire, il lui faut beaucoup d'argent. Elle se sert de la guerre de Corée comme excuse. La Corée est accusée, ainsi que d'alliés chinois, d'avoir usé de techniques de lavage de cerveau pour retourner des individus américains. Bref. Ils doivent donc rattraper le retard, hein? De là est né le projet Bluebird. Ce projet, vous en avez peut-être entendu parler, est un projet de recherche de contrôle mental commandé par la CIA et deviendra plus tard le projet Artichoke, puis le projet MKUltra.
des représentants de la CIA et un groupe de psychiatres se seraient retrouvés à Montréal pour préparer initialement le projet Bluebird, qui devait servir à élaborer des techniques de lavage de cerveau, de conditionnement, de persuasion, de propagande et de contrôle psychologique des masses et des membres d'organisations. Juste ça. Le pire là, dans tout ça, le pire. Tout est comme plus pire que tout. C'est... En fait, ça me dépasse. Imaginez-vous donc que ça a pas pris bien longtemps après les débuts des activités, mettons, du Dr. Cameron, avant que la CIA mette déjà en pratique, sur le terrain, dans des situations réelles de la vie, le soi-disant traitement qu'ils inséraient dans leur procédé X. Ils ont donc, à proprement parler, introduit des méthodes du Dr. Cameron dans leur manuel, oui, ils ont un manuel, qui est appelé le QBARC, comme étant des tactiques d'interrogatoire. De nombreuses techniques du docteur figurent dans le QBARC, le manuel d'interrogatoire de l'agence. Les phrases suivantes en sont tirées. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. Puis les Américains utilisaient des centaines de soldats pour des expériences de contrôle de cerveau. Le but était, oui, de les déprogrammer, mais de leur faire faire des actes complètement contre leur gré, puis arriver à contrôler leur esprit pour ne pas qu'ils s'en souviennent, qu'ils n'aient aucun souvenir, qu'ils soient reprogrammés après avoir été déprogrammés. Vous comprenez? C'est fou! Ils séquestraient aussi des Noirs. Et une petite parenthèse, c'est qu'à cette époque, les personnes noires étaient souvent refusées dans les hôpitaux. Alors, quand ils voulaient se faire traiter, par exemple, pour des troubles mineurs psychologiques, eh bien, ils se faisaient accepter par ces docteurs fous qui les prenaient comme cobayes et en fait les traitaient pas du tout pour ce qu'ils avaient de besoin. Ferme la parenthèse. Sinon, ils séquestraient aussi des prisonniers, les gens plus pauvres, ceux qui vont manquer à personne, les déshérités, etc. Les repérages se faisaient aussi dans les hôpitaux et les orphelinats. Et les Américains des États-Unis ont traîné en justice 23 docteurs. Parmi ces 23 personnes, il y avait comme 3 officiers, en tout cas bref, 23 docteurs scientifiques allemands en 1946 et 1947. Et plusieurs d'entre eux ont été pendus. D'autres ont été comme relâchés, d'autres ont eu des sentences. Bref, justement parce que ils réprimandaient les gestes posés durant des expériences avec des humains et leur faisaient la morale et tout. Par en arrière, c'est les États-Unis ont réussi à faire exfiltrer et à recruter près de 1500 scientifiques dans tous les domaines, là, que ce soit du domaine nucléaire, du domaine des armes, de je sais pas quoi, c'est pas juste la médecine, mais en tout et partout, 1500 personnes scientifiques et docteurs allemands. Comment ils se sont pris? Parce que bien sûr, le gouvernement ne voulait pas leur émettre des visas, ne pas les laisser entrer au pays parce qu'il y avait un dossier criminel, mais les Américains les voulaient avec eux. Quand je dis les Américains, c'est les groupes de gens, soit dans les services secrets ou dans des entreprises qui développent des trucs pour le pouvoir, pour les guerres, vous savez. Tout le monde d'entre eux en Amérique voulait que ces gens-là travaillent pour eux. Ils ont donc créé plusieurs programmes en parallèle afin de contourner l'État. Un de ces programmes, vous en avez peut-être entendu parler, était appelé Paperclip. Mais dans ce temps-là, on ne savait pas. Le programme Paperclip a été rendu public seulement en 1973, en même temps que les autres documents déclassifiés, puisque c'était dans certains documents. Mais ça, on va y revenir plus tard. Les Américains ont entre autres nourri pendant 7 ans des centaines d'enfants, pas des adultes, là, des enfants, aux céréales radioactives au Massachusetts. Aussi, ils ont administré la syphilis, rien de moins, pendant 2 ans à plein de gens, tout genre de gens, au Guatemala. Il y a eu 83 morts
mort suite à ça. Ils envoyaient des patients dans les hôpitaux avec du plutonium. Ils faisaient autant pire que le Dr Cameron. Je vais élaborer là-dessus dans quelques instants. Mais même après la guerre, dans un temps où les gens voulaient avoir la paix, que leurs enfants soient en sécurité, même après avoir condamné, avoir fait la morale aux fameux Allemands et avoir, suite à ce procès des Allemands, créé un foutu code de déontologie en médecine, un code d'éthique. Les Américains avaient fait des sermons aux Allemands et voilà qu'ils engagent les Allemands pour faire la même chose et même pire. C'est dégueulasse. Entre-temps, ce qu'on découvre dans les documents déclassifiés de 1973, ce qu'ils ont fait à New York, c'est débile. Ça n'a aucun sens. La machine à broyer est en marche. La CIA et l'armée sont tellement aveuglées par leur objectif qu'elles iront jusqu'à propulser des bactéries cachées dans des ampoules électriques au cœur de New York, dans le métro, en 1966. On veut calculer la vitesse de propagation en cas de guerre virale. Ici encore, il ne s'agit pas de fiction. Les documents sur cette expérience ont été déclassifiés. La CIA avait vraiment pour obsession de trouver des méthodes contre-espionnage. Donc, le Dr Cameron, c'est un ancien colonel de l'armée américaine. En passant, il est recruté en 1957 par la CIA. Mais en fait, il travaillait déjà là-dessus avant. Il reçoit supposément 25 millions de dollars de Washington pour procéder à des expériences sous le couvert de traitements thérapeutiques. L'idée était de pouvoir contrôler mentalement des individus, oui, mais à des fins militaires. Donc leur excuse, qui était la même excuse que les Allemands ont donnée dans leur procès d'ailleurs, c'est que c'est des expériences, ok, à leur insu, mais c'est pour le bien de la patrie. Et de toute façon, ils étaient consentants. En tout cas, ils étaient fiers de faire ça pour leur patrie, de se sacrifier. C'est genre, what the fuck? Non. Et puisque le brevet du LSD venait d'être donné et que ce n'était pas illégal, eh bien, des drogues comme le LSD, le PCP aussi, qui est un psychotrope hallucinogène très puissant, développé comme anesthésiant, des cocktails de produits chimiques aussi, biologiques et radioactifs, des électrochocs aussi étaient largement utilisés pour déprogrammer les individus. Donner des électrochocs était un procédé de traitement peu maîtrisé à l'époque. C'est pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui des électrochocs et était d'une ampleur de 20 à 40 fois plus élevée que ce qui est prescrit. Les séances duraient normalement 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Aussi, des patients pouvaient être plongés dans un sommeil prolongé, enfermés, séquestrés, attachés, rentrés dans des tubes, peu importe, mais dans un sommeil prolongé pendant des semaines, voire des mois, alors qu'il y avait une bande de sons à leur oreille qui jouait en boucle, soit une phrase ou un mot, à des intensités de volume différents et qui ne s'arrêtait jamais jour et nuit. Ou bien ils plongeaient les patients dans un coma qui durait des mois. Sinon, ils administraient aussi des douches froides ou bien très chaudes à leurs patients. Ils se servaient aussi de la privation des sens et leur donnaient des ordres dans le but de donner des ordres d'assassinat, par exemple, en étant sous hypnose. Je pourrais continuer longtemps. Tout ce dont à quoi vous pouvez penser qui est impensable, il le faisait. Faut vraiment vous compreniez que le but était d'anéantir la personne, la personnalité, tout ce qui restait d'humain chez quelqu'un, afin de lui en créer une nouvelle. Donc, en 1973, après du remue-ménage, le directeur de la CIA a ordonné la destruction des documents concernant le programme. Mais des milliers de pages, je crois qu'on parle de autour de 20 000 pages, ont échappé à la vigilance de l'agence. Tant mieux, parce que là, on a au moins des preuves de ce qu'on avance, même si beaucoup de gens sont ouverts d'esprit là-dessus et essaient d'éveiller la population sur les différents complots, les différents scandales qui peuvent se passer au niveau du gouvernement ou des services secrets ou de tout ce que tu voudras, mais bref. Sûrement que ces gens-là, qui apporteraient une telle hypothèse, se seraient fait traiter de fous, de débiles, de complotistes, mais en ayant ces preuves-là, je veux dire, tant mieux. Pas tant mieux parce qu'il aurait fallu que ça arrive pas du tout, mais puisque c'est arrivé, tant mieux s'il nous reste des preuves à ça. Ces milliers de documents sont désormais en partie publics. Colin Ross a récupéré l'intégralité des 20 000 pages.
Là, c'est le projet 14 du projet MK Ultra. C'est comme ça que ces documents se présentent. Il y a beaucoup de pages où il n'y a pas grand-chose. La majorité, ce sont des informations financières. Là, c'est signé Sidney Gottlieb, le responsable du programme. Beaucoup de choses ont été effacées. Ces documents sont une goutte d'eau par rapport à l'ampleur des expérimentations. Mais ils révèlent que l'agence américaine avait lancé au moins 149 programmes impliquant 80 institutions dans les plus grandes universités du pays. Donc, ce qui a permis de découvrir qu'il y avait 149 programmes différents. Pas juste celui-là, là. What? Les projets MK Monarch, MK Naomi, MK Search, MK Often, MK Chiquit seraient des sous-projets liés à MK Ultra. Et que genre 86 ou 90, en tout cas, tout dépendamment des sources, c'est dans ces eaux-là. 86, mettons, institutions en Amérique auraient pris part au programme. C'est horrible, je n'ai pas de mots. Ewen Cameron expérimente au-delà du supportable. Ses cobayes sont enfermés dans des chambres noires capitonnées. Les cobayes sont placés dans des comas artificiels qui durent jusqu'à plusieurs semaines et soumis à des doses massives d'électrochocs, tandis qu'un enregistrement diffuse en boucle des injonctions. Drogue, hypnose, privation de sommeil, tout est tenté. Certains en perdent l'usage de la parole, deviennent incontinents et ne reconnaissent plus leurs propres parents. Vous pensez que des gens en sont morts? Ah oui. Mais il ne faut pas croire que la CIA s'est arrêtée à ça. Le document dit aussi qu'il travaillait à pouvoir contrôler des individus à distance. Comme si on était des petites voitures téléguidées. Imaginez-vous de quelle façon il s'y prenait. Ces mêmes documents révèlent aussi que la CIA cherchait à fabriquer des espions programmables à distance. Dans les documents de la CIA, on retrouve toutes ces expérimentations qui visent à créer ces super espions. Ça consiste à créer une nouvelle personnalité sur un cobaye et de lui donner une mission comme tuer quelqu'un, voler des documents ou infiltrer des réseaux. Et quand la mission est terminée, on le reprogramme et le sujet ne se souvient plus de rien. Les dossiers secrets vont révéler des expériences impensables. Il y a des gens qui croient à tout ça et d'autres qui n'y croient pas. Et il y a un débat entre ces deux camps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Et les documents disent précisément, tout comme les recherches publiées dans les revues ou les livres, qu'on a implanté des électrodes dans le cerveau des gens. On a activé à distance ces électrodes à l'aide d'un transmetteur dans le but de changer le comportement de la personne. On les a rendus violents à casser des murs ou apathiques, sans réaction, alors qu'ils avaient l'air normaux et jouaient de la guitare juste avant. Il y a des photos dans des livres ou des revues. On voit des chats, des singes, mais aussi des humains, chez qui on a placé des électrodes dans le cerveau et dont on prend le contrôle à distance. C'est donc un fait scientifique reconnu. Comme cette fillette. Tout d'abord souriante, elle va verser dans des crises de violence une fois l'émetteur activé. On arrive ici à des degrés d'inhumanité rarement atteints. Des familles ont été brisées. La vie de centaines de patients a été littéralement détruite. Certains sont devenus très agressifs, d'autres comme des enfants. Beaucoup ne reconnaissent plus personne. Laissez-moi vous parler de la cobaye et la mère, en fait, d'Aline Fortin. Celle-ci a été radicalement transformée par les traitements du Dr Cameron et les longs séjours passés à l'Institut Allen Memorial. Les enfants, dont Aline, se sont pratiquement retrouvés orphelins. Et le père est devenu alcoolique. Elle changeait complètement, on ne la reconnaissait pas. On trouvait ça curieux. Quand elle allait à l'hôpital,
elle ne revenait pas guérie. C'était pire et on ne comprenait pas pourquoi, raconte Aline Fortin. Je vais me promener un petit peu dans les dates tout au long de la vidéo, mais je vais essayer que ça reste compréhensible. Donc là, on retourne dans les années 1960. La CIA mit un terme au financement des recherches secrètes de l'Institut Allen Memorial et c'est à ce moment que le Dr Cameron se tourna vers le gouvernement canadien qui le subventionna jusqu'en 1963 pour l'équivalent de 2,3 millions de dollars. Si je convertis en dollars d'aujourd'hui, pour vous donner une idée de la valeur de ce que c'était à l'époque. J'ai lu ça dans une source, mais honnêtement, je suis pas sûre que c'est fiable à 100%, mais bref, ils ont financé un montant du genre. En tout, entre 50 et 80 patients ont servi de cobayes lors de ces expériences, et pourtant triés sur le volet, ils pouvaient souffrir de schizophrénie, mais aussi juste de dépression situationnelle, comme Linda McDonald, qui était déprimée par l'arrivée de son 5e enfant. Et comme la plupart d'entre eux, elle n'a jamais consenti à ces traitements. Après son passage à l'Institut, Madame McDonald a dû refaire sa vie et à un tel point qu'elle a dû réapprendre à lire, à écrire, à cuisiner et même à utiliser une toilette. Et c'était le cas de plusieurs autres personnes qui ont été des patients là-bas. Les patients étaient en majorité des femmes. Une des patientes témoigne qu'il y avait également une jeune fille, une enfant de 13 ans, qui pensait simplement consulter car elle était stressée de passer un examen, comme à l'école. C'est effroyable, c'est affreux. J'ai cependant un exemple d'un patient qui est un homme et c'est celui du papa de Julie Taney. Elle explique dans la poursuite que son père Charles s'est fait extraire une dent en 1950. 6 ans plus tard, il était admis à l'hôpital en raison de douleurs. Et c'est à ce moment qu'il a été comme dirigé vers le Dr Cameron et qu'il est devenu, à son insu, le sujet de ses expériences. Selon des notes médicales, il a été interné pendant près d'1 année, durant laquelle il a subi ses traitements. Quand M. Taney a reçu son congé, il n'était plus le même. Il ne se souvenait même plus qui il était, qu'il avait une famille, des enfants, et ni qu'il possédait un commerce. Aussi, je vais vous parler d'un patient qui avait été interné à l'Institut Allen Memorial parce qu'il avait des douleurs aux jambes. Et bref, il nous raconte un peu ce qu'il a vécu et il nous dit les mots qu'il a entendus pendant plusieurs jours sans arrêt, pendant qu'il était plongé dans une espèce de sommeil et qu'il avait consommé contre sa volonté tout genre de drogue. La phrase disait « You killed your mother. You killed your mother. Yeah. Who was alive and well. Who was alive and well. And over and over again, this voice is well, like I say, it takes about 2 seconds to say that message. And this was going on for 23 days. And when I went home, after being there, and when I went home, my mother was there, and why was she there? And it didn't make any sense. Les patients du Dr Cameron ont tellement souffert. Il y en a qui menaçaient de se suicider. Il y en a qui disparaissaient et on ne sait pas, mais sûrement que les traitements en sont venus à bout de quelques patients. Je peux pas croire que toutes les personnes ont résisté à autant de torture. Mais ça, c'est pas mentionné nulle part, genre on sait pas. Donc il y en a une qui avait menacé de se suicider au personnel de l'Institut. Elle a demandé au médecin de baisser le haut-parleur. Ouais, parce que tu sais, il lui jouait des trucs à répétition, en boucle. Elle était dans la dite chambre de sommeil depuis très longtemps. Elle s'est plainte des brûlures dans les oreilles et les pieds, et elle a crié qu'elle avait l'impression d'être clouée à une croix. Imaginez, là, les notes médicales se terminent pas là. Si vous lisez tout le document à propos de cette patiente, vous voyez qu'elle est confuse dans ce qu'elle dit par la suite. Puis, oh mon Dieu, je trouve ça horrible. J'ai pas voulu vous mettre l'entièreté des notes médicales qu'il y avait à son dossier. Après 30 ans de silence, grosso modo, l'agence de renseignement américaine, donc la CIA, consent à dédommager 9 patients avec de graves séquelles qui se partagent ensemble, toutes les 9, 750 000 $. C'est rien! Ensuite, dans les années 90, le gouvernement canadien a indemnisé 77 victimes, bon, eux autres ils les appellent les patients, dans le cadre d'un programme qui a pris fin depuis longtemps et qui n'admettait aucune responsabilité. Et depuis, on compterait moins d'10 d'ententes, mais celles-ci ont été faites
hors cours, des ententes comme quasiment secrètes, privées, avec quelques autres familles pour des montants qu'on parle d'environ 100 000 $. Mais à condition qu'ils ont des clauses de non-divulgation. Donc c'est pour ça qu'on sait pas vraiment rien. De toute façon, moi je trouve que c'est très peu, vu la nature des gestes extrêmement malsaines, glauques, inhumaines et vu les conséquences engendrées. Maintenant, je vais vous parler un peu des aspects juridiques parce que oui, il y a eu des poursuites, il y a eu des tentatives de procès ou de dédommagement quelconque et il y a un avocat en particulier qui lui a pris la cause vraiment à cœur et pendant 10 ans, il a travaillé pour poursuivre la CIA. Sachez que l'Institut Allen Memorial, même après les événements, n'a jamais perdu sa réputation de grand leader dans la santé mentale. C'est horrible, ça fait aucun sens et je vous laisse avec quelques témoignages de l'avocat en question qui s'est occupé pendant 10 ans de poursuivre la CIA et pourquoi le gouvernement canadien s'est retourné contre ses propres citoyens. L'avocat obsédé par cette cause, c'était Joseph Rao. Cameron, all he did was what the CIA was in effect asking him to do, and what he said he was going to do, and he did it. Rao and a young assistant named James Turner knew they were up against a formidable opponent in the CIA, but they thought the odds would be evened a bit by help from a natural ally. They were in for a disappointment. But we expected to have a very potent ally in the form of the Canadian government. And unfortunately, instead of helping their own citizens because the Canadian government was worried about its possible liability, the Mulroney government in effect stabbed its citizens in the back at every turn in the litigation. Ottawa actually helped suppress a key piece of information, evidence that CIA officials at the U.S. Embassy had actually apologized to the Canadian government when the CIA experiments were first revealed. Jim Turner is still flabbergasted. You got to understand how important these apologies and expressions of regret were. This is an admission. This is legally admissible in court because it is one of the parties to the litigation saying, I did something wrong and I'm sorry I did it. That is prima facie evidence of negligence and of wrongdoing that goes a long, long way to bringing the case to a timely conclusion instead of the protracted 10 years of litigation that we had. With the publicity wave gathering momentum and the strength of the victim's case becoming more apparent, the CIA caved in the day before the trial was to begin. They settled out of court for $750,000. At the time, it was the largest settlement the CIA had ever awarded. 9 little Canadian victims taking on probably the most powerful institution in America, the CIA, and these little Canadians, they win. They get the CIA to settle and give them money and, in effect, an apology saying what we did is wrong. The movie ends with a CIA settlement, but the story didn't end there. Troubling questions would persist, especially about the Government of Canada. So why was Ottawa so ambiguous when it came to helping some Canadian citizens get compensation from Washington for what they endured in a program that was inspired mostly by American Cold War fears? Well, the answer was simple. The Government of Canada was even more deeply involved in the Allen Memorial experiments than the Americans, which was when a young, stressed-out mother named Linda MacDonald became part of the Allen Memorial story. When she discovered that her own government had been funding brainwashing experiments on her, she made a dramatic decision. You decided to take on the Government of Canada. Oh, sure. Well, hey, considering what I'd already been through, that was a snap. You know, what else? Why not? Linda MacDonald would hound the federal government for 4 years before finally in 1992, Ottawa grudgingly agreed to compensate her and some of Dr. Cameron's other victims $100,000 each in exchange for signing away the right to sue the government or the hospital. But it was an ambiguous victory. Ottawa refused to acknowledge any wrongdoing at the Allen, a conclusion backed up by a legal review of what happened there. La seule comparaison possible est la torture médicale qu'ont menée les nazis dans les camps de concentration. Les nazis ont notamment mené des expériences sur des milliers de prisonniers. On les irradie, on les torture, on leur inocule des virus
où on les dépèce vivants. Mais les familles des victimes veulent aussi une reconnaissance publique du tort qui leur a été fait et ils blâment les institutions, dont l'Université McGill, qui ont cautionné ces expériences. Mais bon, l'Université McGill, en fait, se détache complètement de ça, là. Et le pire, ça fait comme plusieurs fois que je dis ça, mais vraiment, chaque chose est plus pire que l'autre. Le pire, c'est que, ironiquement, les victimes du Dr Cameron ont dû payer à la base pour servir de cobayes, puisque ces expériences étaient des prétendus traitements. Je voulais aussi vous apporter comme autre information, c'est qu'il y avait des collègues qui admiraient et qui étaient en accord total avec les supposés traitements, les méthodes, les façons de faire au niveau de la destruction de l'esprit, entre autres, du docteur Ewan Cameron. Et quand celui-ci n'était plus à la tête de l'Institut Allen Memorial, certains voulaient poursuivre les dites méthodes. Une personne, entre autres, c'était le docteur Peter Roper, qui lui a vraiment insisté pendant genre 2 ans pour poursuivre les méthodes. Et puis, évidemment, il s'est fait virer après 2 ans, mais avec quelques regrets. Et voilà ce qu'il a à dire aujourd'hui. C'est dégueulasse. Dr. Peter Roper was dismissed from the Allen 2 years after Dr. Cameron left. One of the reasons, he insisted on following Dr. Cameron's technique. Did you argue strenuously to continue the depatterning of your patients? Well, I felt that I had a duty to my patients to give them the best possible treatment. And if there were some that were not responding to any other form of treatment, the only thing left was depatterning for them, then I felt that it should be done. You sound almost nostalgic for the 50s and 60s. Oh no, it's not nostalgia. It's a question I think that bothers a lot of doctors, but it's rather sad if they're prevented from having that treatment because of administrative, political, or other reasons which have nothing to do with good medical practice. C'est plutôt triste de voir qu'on empêche certains d'entre eux d'avoir recours à ce genre de traitement. C'est choquant, moi, ça m'insulte tellement! L'électrothérapie intensive et ce qu'il appelait la conduite psychique. Cameron applique ces techniques en les faisant passer pour des thérapies classiques. C'est difficile de décrire à quel point les techniques proposées par Cameron et financées par notre gouvernement étaient horribles et abjectes. Il y a une technique en 3 étapes qui commence par l'effacement des comportements et des modèles passés. Et il y parvenait par le biais de doses massives et répétées d'électrochocs jusqu'à ce que le sujet ne puisse plus avoir de convulsions. L'Institut Allen, qui abritait les services de Cameron, devint une prison macabre, où le psychiatre se livrait à d'étranges expériences sur ses patients. Cameron voulait déstructurer ou nettoyer l'esprit de ses patients, de façon à pouvoir les reconstruire à partir de zéro. Toujours dans le dossier du Dr Cameron, l'Université McGill se défend en disant que depuis les années 60, les cadres éthiques et réglementaires ont considérablement évolué et que la torture ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Et ben, c'est tellement une excuse de merde. Puis, honnêtement, en plus, ils osent comme garantir que ça arrivera pas aujourd'hui, puis que tout est parfait aujourd'hui, que l'éthique a évolué. Genre, ta gueule! Et je pense pas l'avoir mentionné, mais figurez-vous donc que le Dr Cameron a aussi été le président de l'Association des psychiatres américains et canadiens. Genre les deux. Tu sais, quand je disais que c'est pas 2-3 psychiatres qui ont fait des folies un peu comme, tu sais, des psychopathes ou des tueurs en série. Non, non, non. C'est des gens au pouvoir très haut placé dans les institutions psychiatriques. Et quand on regarde qui était à la tête de ça, c'est genre... Yeah, of course. Mais quelle pourriture! Et selon ses propres propos à M. Cameron, monsieur, j'aime même pas ça de l'appeler monsieur, mais bon, un de ses succès a été de guérir un schizophrène. Même si le patient a complètement perdu la mémoire, se souvient plus rien de son passé, ne sait plus qui il est. Genre, what the fuck? Une réussite? Ben oui, c'est comme de dire j'ai guéri ta joue droite en frappant la joue gauche. What the fuck?
What is the fucking fuck? Ewan Cameron est mort en 1967, donc très peu longtemps après, d'une simple crise cardiaque en prenant une petite marche, tranquille, aucun remords. Fait que tu sais, on saura jamais rien de plus que ce qu'on a découvert dans les documents déclassifiés parce que le foutu docteur est décédé et il a apporté avec lui pas mal tous ses secrets. On saura jamais ce qui se passait dans la tête de ce tordu-là et c'est sûrement pas la CIA ou les hauts placés dans l'industrie de la psychiatrie, de la médecine et sûrement pas le gouvernement qui va aller ajouter ce qui serait de plus que ce qu'on a déjà découvert. Tu sais, c'est comme... non. Never gonna happen! Et là, vous vous sentez peut-être soulagé. Vous vous dites que cette époque est révolue, c'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus, ça n'arrive plus. Détrompez-vous! Ça ne finira jamais. Les services secrets utilisent encore ces techniques. Suffit de regarder leur foutu manuel, basé sur les techniques du Dr Cameron à l'époque, et les comparer avec les tortures qu'on voit dans les événements plutôt récents de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, admettons. Et boum! Révélation! Les images qu'on y voit ne laissent aucun doute sur le fait que la CIA l'ait utilisé comme livre de chevet à Guantanamo ou à Abu Ghraib. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, les techniques de lavage de cerveau sont utilisées par tous les services secrets du monde, et sans doute aussi par les terroristes. Pourquoi je crois ça? Eh bien, il suffit de regarder les photos qui ont été faites à Guantanamo ou dans la prison d'Abu Ghraib. Il y a tous les ingrédients de la manipulation mentale concoctée par la CIA dans les années 50. On sait par exemple que l'interrogatoire offensif, qui est le terme à la mode en Angleterre ou en Amérique, n'est rien de plus que du lavage de cerveau. Ce sont les mêmes façons de faire, choc électrique, position inconfortable, humiliation sexuelle ou culturelle, privation de sommeil ou de nourriture, chien d'attaque, menace de mort, technique du bon flic et du mauvais flic. C'est tout ça la manipulation mentale. Il serait naïf de penser que les choses ont changé. En 2014, l'histoire s'est mise à bégayer. 19 ans après Bill Clinton, Barack Obama, bousculé par les révélations sur les tortures perpétrées par la CIA, doit se justifier. Even before I came into office, I was very clear that in the immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong. We did a whole lot of things that were right, but we tortured some folks. Des excuses publiques qui n'ont qu'une valeur symbolique pour Gina et Ralph Blasbalg. Seul un nombre limité de victimes du projet MKUltra ont eu le courage d'engager des procédures devant les tribunaux. Les procès sont longs et la CIA rechigne à ouvrir ses archives. Traumatisée et épuisée par son expérience, Gina a renoncé à demander des compensations pour ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est ce qu'on sait. Imaginez le reste. Imaginez ce qu'on ne sait pas. Et imaginez qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus caché, avec beaucoup plus de précautions. La technologie a tellement évolué aussi. Imaginez ce qu'on ne sait pas dans la réalité d'aujourd'hui. Ça fait peur. Ils ont écrit un livre de Sleep Room qui est basé sur ces histoires et en fait un film aussi portant le même nom. Je crois que le film est fait sous forme de mini-série. Je suis pas trop sûre. J'avais déjà vu quelque chose. Je me souviens pas si c'est vraiment... s'il y a plusieurs films, mais en faisant mes petites recherches, je semble pas avoir trouvé un autre film. Mais par contre, il y a beaucoup de documentaires, tu sais, ici et là sur YouTube, entre autres. Et sûrement que ça a passé à la télé. Je me souviens d'avoir vu quelque chose à la télé de style documentaire, comme moitié film, moitié documentaire, mais je me souviens plus lequel. Mais je vais vous mettre la plupart des liens sources que j'ai utilisés pour cette vidéo en barre d'infos. Il y a peut-être aussi quelques vidéos intéressantes. Et je vous mets aussi le lien d'un documentaire en français d'une 50aine de minutes, réalisé récemment en 2017. Si vous cherchez le fameux film, là, les mini-séries de Sleep Room, en français, c'est Le Pavillon de l'oubli. Ça a été créé en 1998. Janine, are you proud that they tried to break you and that you have fought
so hard and won? In a way I am. In a way I am. Because I must have some willpower seeds in me. It is very, very hard to fight a government. People would tell me, Janine, you don't fight a government. What's the matter with you? They're too big. But I had faith that we would win. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le sujet, bien que c'est un sujet très triste, mais combien intéressant et combien important à partager. Restez toujours éveillés. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Je passe des dizaines d'heures chaque semaine sur mes vidéos. J'ai des sujets mystérieux comme différents chaque semaine. Parfois, ça parle du gouvernement, mais parfois, ça parle de complot ou de sorcellerie, par exemple, de paranormal, de trucs insolites, de sectes, toutes ces choses-là. J'ai aussi quelques témoignages à venir et j'en ai déjà quelques-uns sur ma chaîne de gens qui ont vécu des choses dans ces domaines-là. Vous pouvez toujours me dire, avec le lien du sondage que vous retrouverez en barre d'infos, votre type de contenu préféré, parce que cette chaîne-ci est nouvelle, ça fait depuis 2006 que je fais quand même des vidéos, mais j'ai transféré mes anciennes vidéos qui cadraient plus avec le domaine du mystère, justement, et je publie aussi les nouvelles sur cette chaîne-ci depuis, grosso modo, 1 an. Donc avec le peu d'abonnés que j'ai, mais j'aimerais savoir, ceux qui s'abonnent pas, c'est quoi votre type de contenu préféré. Moi en tout cas, si ça change pas grand chose pour vous, cliquez sur vous abonner, peut-être aussi un petit j'aime, parce que pour moi ça va m'aider à être mieux répertorié sur YouTube, étant donné que je fais ça comme complètement bénévolement. Jusqu'à présent, en tout cas, je passe vraiment beaucoup d'heures, j'ai un travail à temps plein et tout, fait que c'est quand même assez difficile. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, écrivez-moi en commentaire horrible complot et je vous invite à me donner des sujets, vous pouvez m'écrire en privé sur ma page Facebook. On se dit à la semaine prochaine, 10-4.